Alors, plus que les soins, pour le coup, Nathalie, le texte est, pour le coup, sans changement depuis le début. C'est que le fonctionnaire a le droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. C'est extrêmement large. Là encore, on n'a pas de texte, on n'a pas de liste, on n'a pas de taux, on n'a pas de montant, on n'a rien, ni si ce n'est cette petite phrase-là qui nous parle de frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Et le juge administratif a une appréciation extrêmement large. Alors, on a des circulaires déjà assez anciennes qui sont reprises régulièrement, qui nous donnent une liste d'éléments qu'on va prendre en compte, et notamment les honoraires, mais ce n'est pas exhaustif, hein, on va le voir. Et puis, deuxièmement, il y a aussi une liberté de l'agent de choisir son médecin, son pharmacien et l'établissement hospitalier, le cas échéant, dans lequel il va être soigné. Donc, cette prise en charge est illimitée? Alors, elle n'est pas vraiment illimitée. Qu'est-ce que l'employeur va devoir vérifier? Il va devoir vérifier deux choses. Premièrement, la vérification matérielle de l'exactitude du montant des dépenses. C'est-à-dire que l'agent, il ne faut pas qu'il truande quelque part ou qu'il essaie de faire de la fraude en demandant des remboursements plus chers qu'un autre, plus cher que ce qu'il a payé. Deuxièmement, l'employeur va devoir vérifier l'utilité de la dépense. Alors ça, c'est l'utilité en termes à la fois d'opportunité de la dépense, mais aussi du montant de la dépense. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montant fixe. Hein, par exemple, on ne peut pas dire ça dépasse les montants sécurité sociale, mais par contre, on peut quand même indiquer qu'il y a des choses qui sont soit de l'ordre du confort, par exemple un supplément pour chambre individuelle. On peut aussi dire finalement la question de l'ostéopathe, elle se pose. L'agent qui fait que produire des factures ne saurait suffire à établir le caractère nécessaire des dépenses de santé avec le dommage subi, et alors que l'agent était consolidé bien avant cette date, mais en même temps, il y a la question de la preuve de l'agent. Donc, l'agent ne démontre pas que les frais engagés pour sa radiothérapie sont en lien avec l'accident. Et un autre petit exemple du 14 janvier de l'année dernière sur la preuve que l'agent doit apporter sur les frais rendus nécessaires. Donc, il y a une question de l'utilité et c'est l'agent qui doit apporter la preuve de l'utilité. Et puis après, il y a les délires. Hein, je me souviens d'un centre hospitalier au sud-ouest de la France qui avait un agent qui avait de l'asthme chronique professionnel. Et cet agent-là était allé faire une cure thermale en Savoie, en prenant un taxi, en allant dormir chez une amie, dans un établissement, et la journée, elle le passait dans un établissement de luxe. Et du coup, elle avait demandé 3 000 € de taxi, je crois que c'était 200 € la journée de prise en charge. Et elle avait même communiqué les factures de courses de son ami pour la nourrir et une estimation de la consommation d'eau, de l'électricité. Bon, là, c'est du délire et on peut le dégager parce que c'est manifestement pas utile et c'est disproportionné. Donc, il y a la question de l'utilité, sur l'utilité du soin en tant que tel, dont la preuve doit être apportée par l'agent, bien entendu. Mais par contre, une fois que l'utilité est prouvée, eh bien, finalement, le juge va regarder ça et puis, si jamais c'est rendu nécessaire, va octroyer à l'agent la prise en charge des frais. Ici, on a un exemple sur une personne qui a eu un problème au service. Elle va voir un psychiatre eh bien, le juge, il est bête et méchant. Hein. Il se dit, avant l'accident, il n'avait pas besoin d'aller voir un psychiatre. Il y a eu l'accident. Depuis cet accident, et il doit aller voir un psychiatre. Donc, c'est lié à l'accident. Donc, on doit prendre en charge les frais, y compris les frais de déplacement pour aller voir le psychiatre. Donc, il lui donne 60 000 € de dommages et intérêts sur 7 ans de psychanalyse. Donc, on est sur une appréciation assez souple de cette utilité, y compris en termes de montant. Hein. C'est-à-dire que je dois me faire opérer d'un canal carpien. Je peux aller soit dans un hôpital public, tarif sécurité sociale et autres,
soit dans une clinique privée, eh ben, je peux aller dans la clinique privée. Par contre, les dépassements d'honoraires, ils ne sont pas nécessaires parce que je pouvais me faire soigner dans l'hôpital public. A contrario, j'ai une maladie spécifique reconnue imputable au service et il y a une seule clinique une seule clinique privée qui a des protocoles spécifiques pour cette pathologie-là. Je vais dans cette clinique privée. Mis à part les éléments de confort comme chambre individuelle et autres, le coût, même si ça dépasse les montants, peut se justifier. D'accord. Et est-ce que la consolidation met fin à la prise en charge de ces frais? Eh bien, c'est comme pour le CITIS. Non, le texte ne me le dit pas. Et là, on a une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Douai du 26 mai 2020. Bien que l'expertise psychiatrique établisse que l'état de santé de l'agent peut être regardé comme consolidé, il n'en demeure pas moins qu'une prise en charge par psychothérapie et traitement psychotrope est toujours nécessaire. Donc en fait, la seule question qui se pose, c'est celle de la nécessité de la dépense pour pallier aux conséquences conséquences directes de l'accident, que ce soit sur du soin au sens médical premier du terme, mais que ce soit aussi sur la prise en charge de la douleur ou sur d'autres dépenses qui sont rendues nécessaires par les conséquences de l'accident ou de la maladie. Ok. Dernière notion ce matin, on va parler de la rechute. Oui, la rechute, qui est une notion nouvelle dans le droit de la fonction publique au sens statutaire, c'était quelque chose qui a été introduit par le juge administratif assez récemment. En l'occurrence, c'était en 2011, la jurisprudence, l'été 2011, je me souviens, j'étais en vacances sur une plage de Rafraf en Tunisie et j'ai trouvé cet arrêt-là qui définissait la notion de consolidation et qui a été reprise par les législateurs qui nous dit que la consolidation, c'est une aggravation subite et naturelle de l'état de santé d'une personne consolidée sans intervention d'une cause extérieure. Donc, d'un point de vue pratique, comment ça se passe? C'est que j'ai mon agent qui a une pathologie reconnue imputable, qui est consolidé et qui a repris. Parce que qui est consolidé et qui a repris. Donc, tout se passe bien, voilà, il est souriant. Et puis, il y a une aggravation subite et naturelle. Il faut faire la différence entre l'agent qui va avoir un geste ou une posture de travail ou un accident qui va venir relancer la pathologie, parce que là, pour le coup, je suis dans un nouvel événement. Et de l'autre côté, l'aggravation subite et naturelle sans intervention d'une cause extérieure. Donc, j'ai mon état consolidé qui se déconsolide et j'ai une aggravation de mon état de santé et c'est ça, la rechute. Il ne faut pas se tromper parce que les délais ne sont pas les mêmes. Le délai en matière de rechute, c'est un délai d'1 mois à compter de la constatation médicale de la rechute pour que l'agent demande obtienne une décision de reconnaissance de l'imputabilité de la rechute. La question est un petit peu différente. La forme est la même que pour celle de la reconnaissance immédiate. Par contre, les questions sont différentes. La procédure est la même, mais la question est différente. Quelle question on va se poser? On ne va pas se poser la question de savoir si l'événement initial est un accident de service tragique, puisque ça a été reconnu. C'est fini. C'est devenu définitivement imputable au service. La question qu'on va se poser, c'est de savoir quel est le lien entre le nouvel état de santé de l'agent et la lésion ou la pathologie qui a été reconnue imputable. Donc, c'est l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident ou une pathologie ou la pathologie qui a été reconnue imputable. De manière très simple, si je verbalise une question que je devrais me poser en tant que décideur, si l'agent n'avait pas eu cette lésion ou maladie reconnue imputable, serait-il aujourd'hui temporairement inapte? Voilà, c'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, c'est un questionnement qui est un questionnement purement médical. Il n'est pas vraiment administratif. Alors, quelques exemples. Si l'agent soutient que la chute dont elle a été victime a été provoquée par l'instabilité de sa chute consécutive aux 2 accidents de service dont elle a été précédemment victime,
les expertises ne permettent d'établir que cette nouvelle chute est directement imputable aux conséquences dommageables de ces précédents accidents de service. Ce qui veut dire que ici, on n'est pas dans la rechute. Par contre, on aurait pu être dans l'accident de service si ça avait eu lieu sur le temps et le lieu du service. Mais on n'était pas dans la rechute parce que médicalement, on ne voit pas le lien direct et certain qu'il y a entre ce nouvel état de santé et l'état initial. Finalement, elle a un nouvel accident domestique, pour le coup, qui n'est pas lié au travail. Autre exemple, l'expert a considéré que les douleurs de l'état étaient déclenchées par un état dégénératif. Donc, l'état dégénératif, c'est une vraie question. Le rapport de contre-visite médicale a également établi que les lésions étaient dégénératives et non traumatiques. En se bornant à produire un compte-rendu d'opération accompagné de divers arrêts de travail, l'agent n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin ni la commission de réforme. C'est dégénératif, donc ce n'est pas de la rechute. Ça n'a rien à voir avec l'événement. C'est une pathologie qui s'aggrave, mais sans lien avec le service ou l'événement initial. La seule circonstance que l'agent ait connu préalablement 2 accidents affectant les mêmes membres ne peut suffire à établir un lien direct et certain entre ces nouvelles pathologies et son travail. Voilà. Donc, c'est cette question du lien entre la pathologie initiale et son aggravation qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai été clair, Nathalie? Très, me semble-t-il, mais je pense que les participants vont vous le confirmer ou pas, en fonction des questions J'ai vu qui qu'il y a eu pas mal de questions.